Notre invité, Abdelkrim Hamri, marhaba bik. Merci, merci pour l'invitation. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes donc artiste peintre. Si Exact. je vous dis le chenois, on a un coup de maître. Il est juste là. À côté, juste derrière. Oui. Ouais. Et vous avez peint Tipaza. Vous êtes issu de cette région, de cette magnifique région de Tipaza. Vous avez peint Tipaza, Cherchel, la ville d'Alger, le Mont Chenois. Exact. Ainsi que d'illustres personnalités également, dont Amr Zahi. Vous avez localisé plusieurs, donc à travers vos voyages, plusieurs donc paysages du pays. Exact. Un véritable carnet de voyage que vous proposez à travers donc vos aquarelles. Exactement, c'est le mot, c'est un vrai carnet de voyage. Ouais. Et ce carnet de voyage est venu grâce aux salons nationaux qui se font un peu partout. Et heureusement... Et auxquels vous participez, justement. Oui, j'ai participé, mais ça remonte déjà... Déjà, la première exposition remonte en 1990, ça fait quand même 35 ans. Alors, on a fait du chemin. Oui, une belle carrière en tout cas. Une magnifique carrière, c'est une belle passion, alhamdoulilah, parce que c'est un don du ciel, c'est un don de Dieu. Exact. Oui. Exactement, là c'est un don. Alhamdoulilah. Et on s'amuse parce que en peignant, on passe un très bon temps et on connaît nos régions parce qu'on profite de faire des échanges d'eau. On connaît nos endroits où on fait des esquisses un peu partout, des croquis aquarellés par-ci par-là. C'était quoi le déclic, le début? Le début, c'était comme presque la plupart, c'était au crayon. Oui. Quelques gribouillages comme ça au crayon. Qu'est-ce qui vous a inspiré en premier lieu? C'est quoi le site peut-être qui vous a inspiré et qui a fait que cette passion se déclenche, se manifeste? Voilà, je ne sais pas si parce que je suis un enfant d'un pâtissier qui a toujours fait de belles choses. Un artisan pâtissier? Oui, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est aussi notre région, Cherchel, elle est aussi belle et elle demande à être peinte et à être dessinée. Et alors je n'ai fait que ça, c'est-à-dire je dessinais. C'est la beauté des lieux qui incite. Exactement, forcément, voilà, ça aide. Par la force des choses, vous êtes... Voilà. Et ça a commencé avec le crayon, et puis j'ai touché un peu à l'encre de Chine. Il fallait mettre des couleurs. Oui. J'ai osé. Oui. Et comme en autodidacte, on touche un peu à tout. J'ai pas. Vous êtes autodidacte? Oui, je n'ai pas fait d'école. Ouais. Mais j'ai appris grâce aux amis. Et puis il y avait les bordas avant. Oui. Comment apprendre à faire des portraits. Et puis il y a des couleurs qu'il faut savoir mélanger pour trouver la bonne couleur qu'il faut, surtout pour les portraits. Il faut avoir du goût aussi. Oui, du goût, ça c'est sûr. Oui. Et il faut avoir également donc de la maîtrise aussi. Oui. Hein. Et ça vient avec le temps. Et puis la maîtrise, après 35 ans, je crois qu'on apprend toujours. On restera toujours l'élève. Moi, quand j'entends parler, par exemple, des artistes, moi, je les compte sur les bouts des doigts, ils ont créé des écoles. Nous faisons que repeindre à peu près ce qu'ont fait les prédécesseurs. Et en essayant de donner notre touche. Tout en respectant les principes de base, les différences entre donc, les portraits, les scènes de vie, la nature morte. Ah oui, et les scènes de vie, beaucoup plus les scènes de vie parce que j'aime bien comme ça, des fois, parce que j'ai toujours mon carnet à esquisse avec moi. Oui. Et je viens souvent dans ces régions parce que là, on a été ici, à Sète. Et même dans les ruines romaines, je viens souvent avec mon ami qui est comme moi aquariste. Voilà, on fait des dessins par-ci par-là et on garde. Et au fur et à mesure, on apprend. C'est vrai que le site archéologique de Tipaza est magnifique. Ah oui. Aucune pierre n'a de secret parce que on a un peu peint tous les... Carrément. Ah, oui, un véritable défi en tout cas. Voilà, on a beaucoup de ruines dans notre entourage, à Cherchel et à Tipaza. On s'inspire un peu. Nous avons aussi Sidi Abdelrahman qu'on est en train de voir en image. Oui, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait en éliminant tous les personnages, parce que j'ai laissé Sidi Abdelrahman, rien que Sidi Abdelrahman, le mausolée. Oui.
Et puis j'ai peint aussi beaucoup. Rapprochez juste le micro, s'il vous plaît, Oui. qu'on puisse vous entendre. Oui. J'ai beaucoup peint notre mausolée de Cherchel aussi. C'est Oui. Ibrahim al-Ghabrini. Oui, c'est de Voilà. Braham. L'intérieur, à l'extérieur. Et selon des anciennes photos que j'ai reprises en peinture, j'ai donné des couleurs. J'ai donné, parce qu'il y a des anciennes cartes postales en noir et blanc que j'ai repris. Et voilà, c'est des sites qu'il fallait garder parce que les sites changent avec le temps. Il y a quelques sites qui ont presque disparu. Alors, la peinture, ça peut servir aussi à être comme, je ne sais pas comment on appelle ça, on garde quand même une trace pour que ceux qui viennent après savent qu'il y avait ici. Le mausolée ne ressemblait pas à ce qui est actuellement. Il y a aussi un autre mausolée de Sidi Ibrahim. Exact. Celui-ci, sur le port d'Alger, Sidi Ibrahim Tayyar. Oui, mais là, je ne le vois pas très bien parce qu'avec le soleil. la lumière, le soleil, Le soleil généreux, on est en train de le voir en voilà. image en tout cas. Très Le bien. téléspectateur est en train d'apprécier donc votre travail. Merci. Oui. Mais comme je ne vois pas, je ne sais même pas quel genre de... Mais nous, on apprécie, on voit ce que merci. vous faites. Et donc, on apprécie votre travail. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir que de partager cette passion avec vous aujourd'hui. C'est plutôt vous qui avez accepté de partager cette passion avec nous. Et c'est tout est à votre honneur. En tout cas... Vous avez sillonné un petit peu différentes régions du pays. Vous avez, à travers votre travail, donc fait découvrir aussi de nombreux sites de notre beau pays. C'est vrai, oui. Hein? Mais c'est grâce à vos encouragements aussi, hein, parce que ça sert aussi des encouragements. Hein. Ça nous booste, ça nous donne envie de faire mieux, d'apprendre. Toujours. En tout cas, la créativité, c'est vous. Merci. C'est vous qui créez et nous on est là pour vous accompagner, c'est notre rôle, on est là pour vous accompagner, pour faire découvrir ce que vous faites. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... on a parlé des sites, des nombreux sites que vous avez immortalisés, réalisés à travers donc, ce que vous faites. Oui. Quel est le site qui vous a le plus marqué peut-être ? Le phare de Cherchel, par exemple. Le phare. Le phare, je crois que je m'en lasse jamais de le repeindre. Je l'ai fait sur, je ne sais pas combien de fois. Et à tout, je l'ai fait à l'aquarelle, à l'acrylique, à l'huile. C'est beaucoup plus le phare. J'ai beaucoup peint le phare. Ouais. Et puis j'ai même une idée de peindre les phares d'Algérie. Excellente idée. Oui, il y a un photographe qui a fait ça. Il a fait un livre. Zino The Bar, qu'on salue. Exact. Il a fait des magnifiques photos. C'est vrai. Les phares d'Algérie. Voilà. J'ai pensé à faire quelques... J'ai commencé d'ailleurs. Hein. J'ai fait le phare de Ténès, l'amirauté d'Alger, quelques phares. Et j'ai envie de continuer. Pourquoi pas un thème spécial, le phare d'Algérie. Comment se fait le choix, peut-être des couleurs, ce contraste entre le bleu de la mer, le bleu du ciel, la verdure On est en plein dans le bleu ici. Oui, tout à fait. Le bleu nous entoure. L'Algérie est méditerranéenne, la mer Méditerranée. Et ça inspire. A inspiré beaucoup d'artistes peintres. Exact. Notre région, elle a connu beaucoup d'orientalistes ici. Ils ont peint beaucoup de choses. Ici à Tipaza, il y avait un orientaliste dont je me suis beaucoup inspiré. C'est Eugène Dehaye. Il était de la région. Il est même enterré sur la hauteur de Tipaza ici. La nature s'impose ici, n'est-ce pas ? Oui, elle est dans son bain ici. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Et vous aussi. C'est comme sûr, un poisson dans l'eau. C'est le mot. Voilà. Et nous sommes ici justement comme des poissons dans l'eau. Oui, et ça baigne. Très agréable site, magnifique, le cadre est agréable. C'est vrai, alhamdoulilah. Ça c'est vrai. Alors, vous avez peint ce site sur lequel nous nous trouvons ? Oui, j'ai fait ici, mais c'était des croquis aquarellés. Oui. On est venu avec mon ami le jour de... Parce qu'ils ont restauré ce site. On est venu avec mon ami, mais ce n'était pas dans cet endroit, c'était dans un autre endroit. Et c'était calme, on était tout seul.
Et on a fait quelques... lui, il a choisi son coin, moi j'ai choisi mon coin. Ouais. Il s'appelle Smaïn Chana. Qu'on salue aujourd'hui à travers notre émission. Exact. Et vous avez fait un travail impressionnant aussi sur la lumière, Oui. sur la lanterne. Alors, éclairer ma lanterne. Ouais. Donc, c'est une des dernières, je crois. C'est oui, une des dernières aquarelles. N'est-ce pas? Exact. C'est une des dernières, oui. Une des dernières réalisations. Oui, c'est des aquarelles. J'aime beaucoup ces choses anciennes. Oui, c'est une image marquante en tout cas. Voilà. Ça nous a marqué. Voilà, parce que chaque chose, moi quand on peint, les gens se retrouvent leurs souvenirs, Oui. Voilà. C'est vrai. Et c'est très particulier parce qu'en fait, on avait parlé de carnet de voyage. Oui. Ça nous permet à nous aussi, à travers votre travail, de nous évader, de voyager. Exactement. Et puis à vous, bien sûr, votre rôle peut-être c'est aussi de valoriser ce patrimoine, ce riche patrimoine qui vient de chez nous, ce patrimoine algérien. Exactement. Une richesse à préserver, à faire connaître. Ah oui. Ouais. Et ça restera comme des pages d'histoire. Oui. Je voudrais que tout ce qu'on peint, tout ce qu'on fait reste pour ceux qui viennent après, nos enfants. On l'immortalise, finalement. Oui. Parce que c'est pas une peinture, c'est pas comme une photo. Ça a quelque chose il y a un plus dans la peinture. Il y a de la vie dans la peinture. Je sais pas, il y a une âme, il y a quelque chose. Une âme, exactement. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, alors c'est pour ça que j'aime bien. Et à chaque fois, je change. Oui. Il y a des moments où j'ai envie de peindre tout ce qui est ancien, tout ce qui est les vieux bibelots qu'on avait à la maison. Et des fois, non, c'est tout ce qui est comme ça, paysage. Beaucoup de paysages, beaucoup plus de notre côté forêt aussi. Quel est le moment propice, idéal pour peindre? Moi, j'aime beaucoup, c'est-à-dire, bon, les esquisses, je les fais à n'importe quel moment, on peut faire des esquisses. Mais pour moi... La bonne lumière serait... C'est juste après le fajr. Je fais ma prière et juste après, on respire un bon coup, c'est-à-dire on respire de l'air frais, de l'air pur. Nesmat al-Fajr, elle est particulière. Très bien. Et là, on est inspiré. Oui, ça c'est pour moi, c'est le meilleur moment pour peindre. C'est une question aussi de lumière, hein. Une belle lumière. Oui, une lumière qu'il faut, c'est-à-dire particulière, à l'aube, donc du coup. Voilà. J'éclaire bien mon petit... J'ai un petit atelier. Oui. Un tout petit atelier, mais ça me suffit pour... alors je reprends des fois. Des fois, je reprends des esquisses que j'ai fait avant. Oui. Mais le travail se fait beaucoup plus... Je me sens beaucoup mieux très tôt. Quand je mets mon chevalet, je me retrouve dans le calme. Est-ce que vous sortez peindre dehors souvent. À ce moment-là, je veux dire, de la journée non, vous très commencez tôt, non. comme ça, la très journée tôt, je n'en sors jamais. Tôt, c'est à l'atelier que je fais mon travail. D'accord. Sinon, le matin, on sort. Et quand vous sortez, c'est quoi le moment propice pour... j'ai pas de moment vraiment choisi. Hein. Ouais. Des fois, quand on est dans des salons. Et ce qui est intéressant dans les salons, c'est qu'il y a des peintures en plein air. Ouais. Et là, c'est pas moi qui choisis le moment. C'est lui. C'est le moment qui vous choisit. Et c'est le site qui vous choisit. Même les organisateurs, ils sont pour quelque chose. Parce qu'eux, ils ont aussi, ils connaissent les endroits. On a été à Bdjaïa il n'y a pas longtemps. La Casbah de Bdjaïa, elle est formidable. Ouais. On a fait sur place. Chacun choisit son endroit. Moi, j'ai choisi le portail, l'entrée. Mais il y a d'autres qui ont choisi d'autres endroits. Et à la fin, ça fait une palette, ça fait une panoplie de peinture sur le site. C'est pour ça que c'est bien les salons. Ce qui est bien dans les salons, c'est ça. C'est peindre en plein air. Ouais. Et en parlant de salon, justement, dommage que je vais rater un très bon salon qui va débuter le 21. Ce 21, l'association Al-Basma, je ne sais pas si vous entendez parler, l'association Al-Basma de Sidi Bel Abbas. C'est une association qui fait beaucoup de choses dans les arts plastiques. Et à chaque fois, je suis invité à participer avec eux. On a fait le salon à Tlemcen. Oui. C'est une genre de khayma. Oui.
Khaïma qui se déplace. Alors, il y a mon ami Farid Daz, le président, il a choisi de lui donner le Khaïma des arts plastiques. Khaïma des arts plastiques. Alors, on l'a fait à Tlemcen, à Saïda, dernièrement à Sétif. Et ce 21, ça sera à Sidi Djilali, dans la frontière de Tlemcen. C'est-à-dire, vraiment, ça va être formidable. Je vais rater parce que je ne peux pas faire ces 700 km. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un mini AVC. J'ai échappé. Oui, voilà, je l'ai échappé belle. Ça s'appelle AIT. On m'a dit que c'était l'AIT. L'AIT, c'est un mini AVC. Oui, et tout à fait. Et c'est à la fois la passion qui le remporte. Hein, alhamdoulilah, heureusement, voilà, parce qu'il y a le côté droit qui n'est pas aussi mazal chouïa. Mais ça ne va pas vous arrêter. Mais je peins quand même. Alhamdoulilah, il y a l'usage des mains, ça est toujours là. Mais j'ai quand même passé un mauvais quart d'heure. Mais alhamdoulilah, c'est derrière vous aujourd'hui. Oui, ça remonte à 6 mois. Et vous êtes autodidacte. Autodidacte, et tout est à votre honneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-être ma dernière question, est-ce que vous formez pour la transmission, justement? J'ai formé en étant enseignant, quand j'enseignais. J'enseignais pas, c'était pas ma spécialité. Hein. Moi, j'étais un instituteur. Instituteur, puis j'ai été détaché à l'académie. Oui. L'académie, maintenant ça s'appelle la direction de l'éducation, ici à Tipaza, où je m'occupais justement de tout ce qui est art plastique. Oui. Mais ça touche les écoles, les lycées, les CM. Oui. Et j'ai profité avec un groupe de créer avec le festival des arts plastiques scolaires. C'était très bien. Parce que les élèves, des fois, ils nous font des choses impressionnantes. Et on découvre des talents comme ça. Oui, des élèves. Hein. Des élèves du lycée, du moyen, ils font des choses vraiment formidables. Des fois, c'est eux qui nous donnent des fois des... Voilà. L'élève, des fois, il dépasse le maître. Il dépasse le maître. Ah, oui. Il surpasse le maître. Exact. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Hein, parce que moi, j'ai vécu ça, j'ai vu. Une fois, quand on reçoit les élèves qui viennent on a des wilayas qui viennent ici. Ça s'est organisé à Tipaza et à Cherchel. Oui. Et maintenant, le festival, on m'a dit que ça y est, on a quitté parce qu'on a pris notre retraite. Oui. Et il n'y avait pas eu suivi, c'est-à-dire que vers le 12e salon, le 12e festival, en bas de ça y est, je crois qu'il n'existe plus. Mais c'était bien. Parce que ça a encouragé les élèves à venir, à connaître les régions, les rencontres et tout ça. Les échanges, bien sûr. Anna, je voudrais bien encourager ceux qui sont actuellement à la tête de l'éducation de remettre ça, c'est-à-dire, c'est bien les arts plastiques dans les écoles. Il faut les encourager. Ça nous permet de découvrir des talents. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui dans Brise d'été. Merci beaucoup. Pour partager avec vous. Donc, vous avez partagé avec nous donc, vos carnets de voyage et vous nous avez fait voyager. Merci pour ce bon moment passé en votre compagnie à Texaha. Donc, Abdelkarim Hamri, je rappelle que vous êtes artiste peintre issu de la région de Tipaza. Cherchel particulièrement. Très belle ville, l'antique Césarée. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Et bon courage pour les prochains événements. Merci. Et bon courage à vous aussi dans cette chaleur. Merci beaucoup et longue vie à ce que vous faites. Allez, place à présent à la chanson, à la musique et la chanson de Ait Lamara, Lamia Ait Lamara, L'Habib Diali. On se retrouve tout de suite après.
Il s'agit de Mohamed Amin Sidi Khlef. Marhaba bik. Merci madame, Bik Marhaba. Merci pour l'invitation. Je vous salue aussi cette sympathique équipe de staff technique qui travaille avec vous. Merci beaucoup. Je salue aussi nos amis spectatrices et spectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Et justement, vous serez à la tête de Blida Riders. Vous êtes le président de Blida Riders Sport Mécanique, Sports Extrêmes. Tout à fait. Nous sommes un club de sport mécanique spécialisé dans la moto sportive, comme vous le voyez ici. Ouais. Donc voilà, nous sommes tout d'abord des passionnés. Passionnés de vitesse moto, parce que le type de moto qu'on a aujourd'hui, c'est des motos sportives. Oui. Ça compose à 90% de notre parc moto chez Blida Riders. Donc on a cette tendance de sport, de sensations fortes. De montée d'adrénaline. Montée d'adrénaline, exactement. Donc on a des jeunes pilotes qui se sont initiés avec le temps dans le monde de compétition, parce qu'on fait de la compétition aussi. On fait des courses de côte, des courses de vitesse en plein centre-ville, de quelques villes comme Marine Bessam, Blida, à Alger aussi, quand on a l'occasion. Ouais. En ce moment, on n'a pas encore en Algérie, comme vous le savez, des infrastructures, notamment les circuits de vitesse qui nous permettent d'instaurer un championnat national. Et pouvoir profiter pleinement de notre passion, de notre sport aussi. Et justement, vous ne faites pas que vivre pleinement votre passion, vous faites aussi de la prévention routière. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes, quelque part, avec le temps, nous sommes devenus un club formateur. Donc, un club formateur, on entend par là tout un programme de formation qui englobe aussi la partie sécurité routière, qui est devenu un axe central sur lequel on y travaille. Parce qu'on ne peut pas désosser déjà le sport de la sécurité routière. Absolument pas. Oui. Vous pouvez le constater à travers nos équipements. Aujourd'hui, le casque, tous les équipements individuels de protection sont là, combinaison, casque, gants, boots, ça s'impose. Aussi, le comportement responsable. La sensibilisation s'impose aussi. Ouais. Sensibilisation, le comportement responsable, justement. Tout à fait. On le fait au quotidien à travers nos discussions. Donc, on a instauré une culture de discuter sécurité routière dans le groupe, entre les membres du groupe, mais aussi à travers les événements. Quand on participe à des événements, on essaye de présenter des thématiques autour des équipements de protection, autour de la bonne position à tenir sur une moto, la correction du regard par exemple. Ça peut aller des équipements à des choses de base pour commencer à monter une moto et avoir un comportement sûr, mais surtout respectueux de soi et des autres usagers de la route aussi. Absolument. Et vous faites aussi découvrir nos côtes en moto. Tout à fait. À travers peut-être les réseaux sociaux aussi. Beaucoup de fois, on visite beaucoup de régions. Notamment ce très beau site, nous avons eu l'occasion de le visiter plusieurs fois. Nous avons fait de la promotion ici à travers des événements qu'on a fait ici en travaillant avec la direction de ce site. On a organisé des événements ici, notamment sur la sécurité routière. L'Iftar de Ramadan, on a fait un passage ici, on a fait des vidéos, on a fait de la promotion ici. Puisque vous faites aussi dans les actions caritatives également. Tout à fait. On a cet axe-là, on lui donne beaucoup d'importance parce que, au-delà d'être des passionnés et des motards, nous sommes tout d'abord des citoyens algériens. Et des citoyens responsables. On essaie d'être responsables au maximum, responsables de nous-mêmes, mais des autres aussi. Quand on essaie au maximum d'aider les autres. Notamment la population démunie. On fait des actions comme la rentrée scolaire, Back to School. On essaie de donner des cartables pleins avec des affaires scolaires aux enfants. Donc on fait, si vous voulez, on fait un recensement des écoles et des familles nécessiteuses et on essaie de distribuer le maximum de cartables. Sur le mois de Ramadan, on a fait un iftar avec les vieux, nos parents des maisons d'accueil. On les a invités, on a fait des ramadans avec eux. Et on essaie d'aider des gens comme des handicapés pour acquérir des motos qui sont adaptées pour leur usage.
Donc on fait pas mal d'actions, d'autres actions qu'on ne peut pas citer aussi, mais on essaie d'être responsable, notamment respectueux aussi des autres autour de nous. Je ne sais pas comment vous le dire, mais quand on vous voit passer comme ça sur la route, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver notamment à Blida Riders. Nous avons toute une formation sur la façon de conduire en groupe. Oui. Donc, si vous voyez les images de Blida Riders, vous allez voir des compositions, des différentes compositions de comment circuler sur la route. En 1 à 1, ça peut passer à une composition 2 à 2. C'est un véritable spectacle en fait. C'est un vrai spectacle d'ailleurs. C'est le show. Le show des motards. Justement dans des événements, quand on est invité à des événements pour faire de l'animation, on propose justement la conduite en groupe. Là où on fait des démonstrations comment conduire d'une manière sûre, respectueuse la moto en groupe. Et on fait des compositions, on passe de composition 1 à 1 à une composition 2 à 2, comment travailler les signes de motard. Et on essaie d'expliquer au grand public comment un motard qui a la tête dans un casque, qui ne peut pas communiquer d'une manière... Il communique avec les gestes. Les gestes, quelques les signaux. Quelques signes, par exemple, ça c'est le salut du motard. D'accord. Pour dire au motard de derrière qu'il faut passer à une composition à 2, on lève le bras comme ça et on fait le signe avec 2 doigts. D'accord. 1, c'est ça. Réduire la vitesse. Et y a pas de, on utilise aussi les jambes. C'est pour dire, par exemple, un risque à droite, on fait sortir la jambe à droite. Un risque à gauche, c'est la même chose. Donc c'est pas du tout pour jouer qu'on fait ça. Hein, c'est pas pour le show uniquement. C'est pas pour le show, mais le voir avec des motos, le faire comme ça avec devant les gens, ça donne un vrai spectacle. Absolument. Et c'est surtout, ça nous permet aussi d'instaurer cette culture chez les autres usagers. Comme ça, quand ils sont de passage et ils voient ces gestes-là, ils essaient d'interpréter d'une manière correcte ce qu'on est en train de communiquer entre nous. Oui. Voilà. Donc, aussi, je voulais parler du côté sport. Oui. Parce que pour nous, le sport, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur pas mal d'aspects de la vie. Notamment le bien-être physique de nos équipes, mentales. Il faut être en bonne condition physique pour conduire une moto? Tout à fait. Ça demande beaucoup de physique. Une moto, pareil, ça se conduit avec les appuis. Donc, ça demande de la force. Ça demande de la force, mais surtout de la technique aussi. La technique. Il faut rester concentré. Rester concentré à l'environnement, l'état de la chaussée, les conditions climatiques, aux conditions générales. Donc il faut être vigilant, mais surtout, il faut avoir des bases. Comment se positionner sur une moto, parce que quand on a des jeunes qui arrivent dans notre club, nous avons un programme d'intégration qui nous permet aujourd'hui de leur donner les bonnes bases sur la bonne façon de conduire une moto. Ça peut aller sans danger. Sans danger. Ça peut aller de la correction du regard, parce qu'il est très important sur une moto, jusqu'à l'équilibre de la moto qui passe par la bonne position à adapter sur une moto. Ça peut passer par le freinage. Le freinage d'urgence, comment freiner quand on a un obstacle devant nous subitement. Ça peut aller de la conduite défensive, ce qu'on appelle la conduite défensive, pour expliquer à nos amis spectateurs, c'est la conduite préventive. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour éviter l'accident, mais pour vraiment éviter le presque accident. C'est-à-dire, on est dans les détails de ne pas s'exposer au risque. Et on a risque, peut-être? C'est le but? Pardon? Zéro risque, c'est le but? Zéro risque, c'est le but. Mais c'est pas évident, mais on y arrive parce qu'on a des excellents résultats aujourd'hui. Je peux vous donner quelques chiffres parce qu'on a une pyramide où on capte nos chiffres. Alhamdoulilah, en l'espace de 2 ans, on n'a pas eu d'accident dans le club Blida Riders. Carrément. Oui, et ça... Chapeau bas. Ça cache, on va dire, c'est la partie iceberg qui est émergée. C'est tout le travail en amont que vous faites, justement. De formation, de stages fermés qu'on essaye de programmer. De sensibilisation. De sensibilisation. En ce moment, on est en formation en premier secours
avec le Croissant Rouge. D'ailleurs, je profite pour saluer nos formateurs, notamment le Hajmi Belhassan, le coach Samir Khmissi de l'Académie Khmissi qui nous aide sur la partie conduite défensive et la partie conduite sportive. Oui. Et aussi, je profite pour saluer notre coach, notre formateur dans la lutte contre incendie. Pourquoi cette variété de formation? Parce que en tant que motard, on a l'habitude d'être les premiers sur les lieux d'accident. En tant que bon citoyen, on est obligé d'aider. Pour apporter de l'aide aux citoyens, aux autres, on va dire aux victimes d'accidents, il faut être formé. Il faut être formé, il faut avoir le bon geste qui sauve et éviter d'aggraver les situations. Ouais. Donc, je peux vous annoncer une chose, c'est que 100% de nos éléments aujourd'hui à Blida sont formés au premier secours. 100% de nos éléments de Blida sont capables d'utiliser un extincteur pour éteindre un feu, pour intervenir en cas de départ de feu. C'est pas pour rien qu'on se sent en sécurité quand vous êtes de passage. Oui, mais voilà, mais on se sent nous-mêmes, parce qu'on a des photos, on a eu des interventions, on se sent humain. On se sent humain parce qu'on réussit à aider. Si on se juge 3 ou 4 ans. Ce n'est pas seulement un sentiment, vous l'êtes réellement. Non, mais voilà, donc c'est un sentiment vraiment d'être humain, d'apporter de l'aide aux autres. C'est ce qui fait prolonger notre passion parce qu'on se sent utile, on se sent positif, on apporte des choses positives, de la valeur ajoutée à notre société. Parce que, attention, on forme un motard, mais on forme un bon citoyen pour l'Algérie. Absolument. Quelqu'un qui est responsable, qui peut apporter le plus à notre pays. Exact. De l'autre côté sport, l'autre aspect, c'est le sport, ça nous impose une discipline. Oui. Je vous donne un exemple. Lors d'une course, nous avons tout un contrôle administratif où les papiers doivent être en règle. Nous avons un contrôle rigoureux par rapport aux équipements. Donc, il est obligatoire pour le pilote, pour pouvoir prendre le départ, d'avoir les équipements de protection individuelle. Donc, sur la partie sécurité routière, le sport nous impose une discipline et nous aide à instaurer cette culture de sécurité routière chez nos pilotes. Donc, le sport, pour moi, c'est un levier, c'est un vrai levier qui nous permet aujourd'hui de développer un état d'esprit, un mindset sain chez nos pilotes, chez nos motards en général, qui nous permet aujourd'hui d'instaurer cette stratégie, cette vision d'être respectueux, d'être sûr sur la route, d'être sain et sauf, et de ne pas exposer les autres au risque. Ouais. De se protéger et protéger aussi par une conduite donc responsable les autres usagers de la route. Oui, tout à fait. Pour aller un peu plus loin, l'idée, notre projet futur, c'est de créer une académie. C'est de créer une académie, de faire de Blida Riders Academy. Blida Riders Academy pour accueillir nos jeunes motards, pour la formation, pour l'intégration dans le monde du sport mécanique. C'est un projet sur lequel on y travaille avec la Fédération nationale des sports mécaniques, FASM, et la Ligue aussi, surtout la Ligue d'Alger, avec laquelle on collabore tous les jours pour essayer de mettre en place cette académie, pour essayer d'accompagner nos jeunes. Nos jeunes motards et surtout d'y travailler sur la population la plus jeune qui est souvent la plus exposée aux accidents de la route. Quand on prend les chiffres de la DNSR, 4000 accidents sur 4000 victimes annuellement, c'est la tranche entre 15 et 29 ans qui est la plus conséquente. Donc ça nous permet de travailler sur cette tranche-là, justement, sur cette tranche qui est la plus exposée au risque de la route, qui est souvent pas consciente par rapport au danger qui l'entoure, par rapport à ce comportement qui est pas forcément responsable sur la route. Donc tout un projet, mais qui demande aussi des moyens, notamment les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai cité tout à l'heure,
Je peux donner un exemple. Pour faire le foot, il faut des stades. Pour faire le volleyball, le handball ou le basket, il faut des salles. Pour faire du tennis, il faut un terrain de tennis. Pour faire de la piscine, pour faire la natation, pardon, il faut une piscine. Pour le sport mécanique, il faut des circuits de vitesse. Ouais. Des circuits de vitesse, on pourrait accueillir nos jeunes, justement créer ces académies qui peuvent être bénéfiques pour les sportifs, mais aussi pour des ministères comme l'industrie. Parce que l'industrie automobile, par exemple, ou la moto, pour faire les tests driving, les tests techniques, il faut un endroit pour tester les véhicules. Tout à fait. Les véhicules. Pour le tourisme, pour le ministère du Tourisme, c'est une perche parce que c'est le deuxième sport le plus populaire après le foot dans le monde. Ça peut drainer des foules, surtout des touristes. Et pour le ministère de la Santé, par exemple, ça va réduire la facture de l'hospitalisation parce que ça va réduire les risques de la route et les accidents de la route. Il faut penser aussi à des pistes cyclables également, tout à fait, très important tout à fait. pour les usagers. Aujourd'hui, pour expliquer à nos chers spectateurs, aujourd'hui, les courses moto qu'on fait aujourd'hui, c'est des courses de côte. Donc, c'est des circuits temporaires. Donc, avec des autorisations des autorités, avec l'aide des autorités, on ferme des circuits temporairement pour faire nos courses, pour être sûr d'avoir au moins le minimum des conditions sécuritaires pour faire une course, que ce soit un spectacle. Mais à part ça, on ne peut pas faire des courses vitesse, par exemple. On peut avoir un nombre important de spectateurs et de créer ce spectacle. Parce que c'est un sport vraiment de spectacle, vraiment de premier degré. C'est vraiment un show. Hein. C'est un show, c'est un show. Ouais. C'est un sport que personnellement je dis, c'est un sport individuel, mais c'est un sport en même temps collectif parce que c'est le collectif qui donne ce spectacle-là. Exactement. Donc en tant qu'individu, on se sent obligé de s'améliorer. En tant que collectif, on doit être en synergie pour donner ce bon spectacle. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est notre passion. Donc, on est en train d'y travailler pour la prolonger le plus longtemps possible parce qu'on sait qu'un drame peut... c'est vite arrivé, un accident, c'est vite arrivé. D'ailleurs, la création de ce club, parce que ce club-là a son histoire, il a une raison d'être. On a eu un accident tragique en 2020. À l'époque, on était... un groupe de motards, un groupe de passionnés qui étaient autour de cette passion, on faisait des sorties touristiques et tout ça. Un jour, on a perdu deux de nos motards, Younes Haddouche et son frère Nordin, dans un tragique accident à Boufarik. Et ça a créé un sentiment de responsabilité chez nous. Donc, on s'est dit, soit on arrête cette passion, soit on doit se structurer, créer ce club, fonder ce club, et mettre en place une vraie stratégie qui va nous permettre de soigner déjà l'image de ce motard et en même temps d'être sûr sur la route et respectueux en adoptant un comportement responsable à travers les formations. Exactement. Bah, merci beaucoup. Longue vie à ce que vous faites. Merci beaucoup. Et merci de partager surtout votre passion avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. On va vous faire plaisir. Vous aimez Hadj Mlezaq ?
s'est levé, il a emporté donc nos parasols. On a dû les enlever. Yazid, bronzer chouïa. Ah oui, il faut bien, non? Vous l'aurez compris, c'est l'équipe de choc. Yazid et Mahiddin. Et Samira Hadjamer qui nous rejoignent. Bonjour, merci. Comment ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Le beau soleil, généreux soleil de Tipaza. Oui, le bleu et le blanc du Sed, du village touristique du Sed. Il est magnifique. On va prendre des couleurs. Oui. Ouais. On va prendre des couleurs, mais là, on est en train de préparer notre GPS pour y aller tout droit à la Casbah d'Alger, n'est-ce pas? Oui, la Casbah d'Alger, la Médina, la vieille Médina, la citadelle. Oui, mais elle est très branchée côté Casbah, mais maritime, en fait, du côté de la mer. Et moi, c'est le Yaflota ou Anafletubel. Voilà. C'est pas vrai, moi je suis branchée Casbah d'Alger, c'est le cœur d'Alger. Le cœur d'Alger, exactement. Le cœur battant. Exactement. Ou palpitant aussi. Oui, tout à fait. Le cœur palpitant d'Alger. Qui commence, moi ou toi? Je pense qu'on commence par la mer et on ira jusqu'au... Voilà. Donc on commence par Casbah Marine, qui à la base était de Bab el-Oued à Bab Azoun. Bab Azoun qui était relié à la Darse d'Alger, au port d'Alger, à ce qui est aujourd'hui l'Amirauté, qui a été le premier port d'Alger aussi. Une histoire passionnante. Oui, grâce à Kherdin, ça s'appelle la jetée Kherdin Barberousse. Ouais. Kherdin Barberousse qui a réussi à vaincre les forces navales espagnoles, de Vargas surtout, de Vargas, qui lui monopolisait l'accès, donc l'entrée et la sortie d'Alger. Voilà, qui est une forteresse espagnole qui se trouve actuellement à l'intérieur des forces navales donc de l'Amirauté, et là où il y a le musée maritime. Le musée maritime a une très belle architecture. C'est un endroit à visiter. Il est ouvert tous les jours pendant les vacances. Oui, on a été, ces grandes fenêtres, c'est vraiment... et puis c'est un peu climatisé sans climatiseur à l'intérieur. Oui, et surtout il a été modifié pendant la colonisation française où l'armée coloniale avait mis ses fours pour préparer le pain. Donc il y a eu beaucoup de modifications, mais il reste magnifique. L'architecture telle qu'il est aujourd'hui, le musée maritime, est fabuleux. Qu'est-ce qu'on a juste à la sortie du musée maritime? On a Bab Zira. Bab Zira qui était relié à Bab Azoun aussi. À Bab Azoun, on a ce qui reste des 8 casernes des janissaires. Voilà, donc il y avait des casernes, il y en avait 8 tout autour d'Alger. Les Ottomans, lorsqu'ils sont arrivés à Alger, bien sûr, il y avait la vieille Médina. Ils ont construit la citadelle qui est tout au bout, Yazid en parlera. Ils ont construit la poudrière aussi. Mais ils ont aussi construit des remparts. Donc ils ont rajouté des remparts, pardon. Il existait des remparts. Puisque la ville est d'abord berbère, le cœur d'Alger est berbère. Absolument. Et on le sait déjà parce qu'en haut, il y a la statue de Bolorin ibn Ziri. Donc tout autour pour la protéger de toute attaque extérieure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une plaque romaine parce que avant d'être Alger, c'était Icosium. Il y a la légende d'Hercule, bien sûr, et ses 12 compagnons. C'est l'île aux mouettes. Tout ça est raconté sur des pièces qui ont été frappées et qui ont été trouvées là où est actuellement le trésor. Le trésor d'Alger, c'est parce qu'un trésor a été trouvé là-bas. Donc un trésor de pièces qui indique... c'est là où il y a également l'Icosium, je pense, qui est du côté du métro d'Alger, du côté de la place place des Martyrs. Je pense qu'il y a également... toutes des vestiges de la période Alors, il y a une plaque qui est apposée au mur. Elle a été découverte pendant la colonisation. Elle est juste à la sortie de Bab Azoun, près du Théâtre National. C'est tout près de la caserne des janissaires, Square Port Saïd. Voilà, oui, mais ce qui est aujourd'hui frappant, c'est ces vestiges qu'on voit à côté de Place des Martyrs, du métro, je pense. On est sur l'îlot Lallahom. C'est juste en face de la mosquée Ali Bechin. Donc Ali Bechin, on le connaît, c'est Aldo Pecini, qui a été, on va dire, adopté par Mami Arnaout, qui était installé, donc c'est un amiral qui était installé à Bastion 23. Et donc toute cette partie, tout ça, on appelle ça d'abord, à l'époque romaine, c'était le Decumanus. Donc, qui reliait Alger à Césarée,
à Cherchel, à Tipaza. C'est cette route. Donc c'est les Decumanus et c'est la voie donc romaine. Et toute cette voie était à l'époque au XVIe siècle, alors 16e, 17e, il y avait le palais de Janina, il y avait les fours, il y avait le quartier des intellectuels, il y avait toute une, on va dire toute une organisation sociale, il y avait une hiérarchisation par rapport aux métiers, aux professions. Exactement. Et il y avait les fours d'Alger, donc les fours pour la céramique, les fours pour le pain. Et il y avait surtout, puisque ça s'appelait Palais Janina, il y avait des jardins. Tout ça a été détruit à l'arrivée en 1830, à l'arrivée de l'armée coloniale, pendant la colonisation. Ils ont détruit ce quartier pour le détruire. En fait, c'était une manière d'isoler les habitants de la Casbah. Donc le cœur de la Casbah était divisé en deux. Et puis c'est pour ça qu'Alger, à un moment donné, donnait son dos à la mer parce qu'il y a eu cette séparation. Parce qu'on a construit des immeubles, des bâtiments. Tout à fait. Des bâtiments qui sont très hauts. En fait, le boulevard de la Liberté. Boulevard Che Guevara. Le boulevard Che Guevara, le boulevard de la Liberté, tout le chemin qui mène vers le Bastion 23. Che Guevara, la Liberté. Vraiment, c'est ça. On a vraiment trouvé le boulevard du 1er novembre aussi. Le synonyme Che Guevara et liberté. Et Che Guevara, c'est le symbole aussi. Tout ça a été déstructuré. Ce n'était pas comme ça avant. C'était, j'avais envie de dire, c'est mieux, puisque Dar Aziza, par exemple, qui était juste à côté de ce qui était le palais de la Janina, a été modifié aussi, a été touché par d'abord les tremblements de terre. On rappelle qu'Alger a connu 3 grands tremblements de terre au 18e et même au 17e. Il y a aussi en temps de la conquête de Charles Quint, il y a eu quand même des grandes inondations aussi. Charles Quint, il y a eu, je pense, un séisme. C'est pas ce que la légende dit. La légende dit que c'est beau. Oui, le baraka, c'est des Bougdour. Voilà, qui a tapé avec son bâton et que la mer s'est soulevée pour en fait avaler l'armada. Parce que Charles Quint est venu avec une immense armada pour attaquer Alger. Il est venu au mois d'octobre, c'est en 1541. Il n'a pas eu beaucoup de chance puisqu'il a coulé, il s'est enfui vers Cap Matifou. Et là, Mais il faut rappeler aussi qu'il y a eu une résistance farouche des Algérois, soutenue par les Andalous de Cherchel, pour également résister contre l'envahisseur Charles Quint. La météo. La météo à travers la baraka de Sidi Bouzid aussi. Préciser que Charles Quint, c'est l'Empire espagnol, donc c'est quelque chose qui est énorme. Les forces algériennes, donc toute la résistance, et il y en a toujours eu. Il y a toujours eu une résistance depuis toujours à tout colonisateur qui a attaqué Alger. Donc avant 1830 et après. Donc c'est bien de valoriser ces pages d'histoire, etc. Et il faut qu'il y ait aussi des circuits touristiques rappelant ces aspects-là. Parce que on voit généralement des circuits touristiques très intéressants, mais cet ancrage dans l'histoire manque. Je pense qu'il faut encore le souligner à chaque fois. Absolument. Il y a des circuits, des écrivains. Voilà, Casbah, c'était aussi un bastion de littérature. Nous savons de grands artistes, de chanteurs. On avait le Hajj Mohamed Al-Anqa. Il y avait beaucoup de Ben Debber, les Rassim, le Msid Fatah, Kharjet quand même des sommités également. Donc il faut quand même. Il faut qu'il y ait ce côté élitiste également et permettre aux gens de découvrir en fait ces grands... à travers des circuits touristiques. Oui, à travers des circuits. Si on passe par la maison de Ben Debber, eh ben, il faut qu'on en parle. Si on passe par la maison de Bachtarzi, de la Anqa, de Iger Bouchen, de tout ce qu'ils ont vécu à la Casbah, parce que la Casbah, c'était cet ancrage historique, cette diversité culturelle. Vraiment, c'est très important de rappeler que on voit par exemple les sites par rapport à Dar Sultan, par rapport par rapport au restaurant, il y a toujours des circuits par rapport au musée, mais il y a quand même cette vie. Par exemple, reprendre le film Tahia Yadidou, circuit
qui nous rappelle un peu toutes les balades des enfants, etc. Dans le film la bataille d'Alger, un circuit bataille d'Alger également. C'est vraiment très très intéressant de revenir à ça qui fait en fait l'âme de la Casbah. Parce qu'il y a des Casbahs à travers le monde, mais ils n'ont pas cette âme. La Casbah respire, elle est là, les enfants sont là. Mouloudia, tout ça, tout le monde est là. Donc vraiment, il y a des Casbahs dans d'autres pays, mais on ne trouve pas cette âme, c'est juste touristique en fait. Mais la Casbah, c'est tout, c'est le bastion de la révolution. Absolument, et c'est un site qui continue à vivre, où il y a de la vie, toujours. Absolument. D'ailleurs, il faut valoriser absolument. Dans le cadre du plan stratégique de la rénovation, de la modernisation de la ville d'Alger, il y a tout un chapitre lié à la Casbah d'Alger, d'où l'ouverture des voûtes. L'ouverture des voûtes. Et en parlant de Alger maritime, il y a aussi la prochaine ouverture carrément d'un espace maritime impressionnant. Donc vraiment, il y a une continuité entre le haut, entre le Djbel et l'Outa. Donc il y a toujours cette continuité entre la Haute Casbah et la Méditerranée. Qu'il faut absolument valoriser. On arrive à la fin de notre émission. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Samira? Oui, non, je pensais que tu avais parlé de la citadelle, de la poudrière, de oui, ça, finalement, je voulais parler de ça, c'est connu, et je voulais juste dire qu'il y a autre chose, et je l'ai dit d'une manière assez spontanée comme ça, mais vraiment, c'est très, très important. Ouais, voilà. Merci, les amis. Merci. À la prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve très prochainement dans Brise d'été avec notre équipe de choc. D'ici là, prenez grand soin de vous.